Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Laetitia, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans Learning by Doing. Comment vas-tu ? Bonjour Baptiste, je vais bien, mais je lutte encore avec des restes de Covid qui a été très méchant pour moi. Bon, Donc fatiguée, mais vivante. très bien. Ce que je te propose, je vais essayer de te présenter, mais je pense que les gens qui nous écoutent ont forcément lu quelque chose de toi. Je pense que c'est impossible que les gens qui ne te connaissent pas. Tu écris beaucoup sur le futur du travail. Donc tu as écrit des livres. Tu es aussi rédactrice en chef ou éditeur. Enfin, tu m'as expliqué tout ça pour Welcome to the Jungle. J'ai vu aussi que tu avais été prof d'anglais dans une vie antérieure. Et que tu Ouais, étais ceinture noire de Jiu-Jitsu. exactement. Bon, voilà pour moi ce que j'ai compris de ce que tu faisais. Alors après, on va parler de l'ensemble des sujets. Est-ce que toi, tu veux remettre les cases dans l'ordre ? Est-ce que tu veux nous donner un petit peu le fil rouge de ton parcours ? Un fil rouge, on peut toujours le faire a posteriori, mais c'est vrai que l'apprentissage ou le learning by doing, c'est un bon fil rouge de mon parcours. J'ai toujours adoré ça. J'étais bonne élève, donc tu as d'abord le parcours de bonne élève autour de l'apprentissage. Ensuite, j'ai voulu enseigner et en fait, on n'apprend jamais aussi bien qu'en enseignant. Donc ça a été mon passage de prof pendant une petite dizaine d'années, lycée et classe préparatoire. Et en fait, je faisais bien plus que de l'anglais parce que je préparais des entretiens, je les coachais pour affronter les concours. Donc, il y avait vraiment plein de dimensions qui dépassaient largement la question linguistique. Et puis, j'ai créé ma société sur le futur du travail en 2015. Donc, ça fait déjà 7 ans. Et ces 7 années ont été incroyablement passionnantes. En plus, j'ai vécu dans 3 pays, surtout 2 d'ailleurs depuis 7 ans, Angleterre, Allemagne. Et beaucoup appris. Et comme quoi, ça s'arrête pas à la trentaine, parce que j'ai l'impression que ça monte encore en puissance depuis que j'ai dépassé les 40 ans. Donc voilà, et je suis experte au lab de Welcome to the Jungle. Donc j'ai plus de titre de rédac chef ou quoi que ce soit. Je préfère le préciser parce que les salariés du média n'aiment pas qu'on se prenne un titre qu'on n'a pas. Donc je suis experte du lab avec maintenant plein d'autres super experts, et on échange sur les sujets du futur du travail, un peu sous toutes ses coutures, sociologiques, psychologiques, etc., etc. Ok. Et donc du coup, aujourd'hui, tu as un métier principalement de freelance sur ces sujets. Alors, t'as ta société, tu as une équipe, ou tu es plutôt en solopreneur. Alors, c'est le terme à la mode, solopreneur. Alors, j'ai une société, donc j'exclus pas de salarier des gens un jour, pourquoi pas. Je suis associée avec mon conjoint, en fait, dans la société que j'ai maintenant. C'est vrai qu'on fait pas mal de trucs ensemble. Et puis, je travaille souvent avec des freelances qui viennent compléter ponctuellement sur des projets. Donc je suis pas si seule que ça. C'est pour ça que solopreneur, ça me parle pas tant que ça, parce que c'est à la fois une entreprise familiale et puis une entreprise de communauté. Et puis, je rejoins les équipes de mes clients et j'ai l'impression de faire partie de plusieurs équipes, en fait. Donc, je me sens pas seule du tout. Et puis j'ai pas trop je me reconnais pas trop dans le statut de freelance parce que j'ai tout de suite créé une société qui me permet voilà, c'était une limited company au UK, ensuite une GmbH en Allemagne, donc c'est l'équivalent d'une SARL. Donc j'ai l'impression d'être chef d'entreprise, quoi. Ça me donne de Ok, super clair. Et alors, du coup, le sujet du futur du travail, comment t'es arrivé à ce sujet-là ? C'était quoi je sais pas s'il y a eu une genèse ou si il y a eu un moment où tu dis, bon, ok, là, faut vraiment que je me focalise là-dessus. Je sens il y a un filon où je vais pouvoir apprendre. Ça s'est Ouais, passé c'est comment ? exactement ça. J'ai senti qu'il y avait un filon en 2015 à commencer sur les sujets de la gig économie. En fait, il y a 2 sujets sur lesquels j'ai commencé à écrire en parallèle. C'est les reconversions professionnelles.
Et ça partait aussi un peu de mon expérience personnelle, individuelle, l'impression que je sais jamais ce que je veux faire dans la vie, même à 30 ans, même à 35 ans, même à 40 ans. Alors, tu dis, il y a quand même un truc, et puis un truc qui est sociétal, qui est pas que individuel. Et puis ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet du freelancing, justement. Donc, tous ces gens qui sortaient des cases du salariat et puis des boulots très classiques, bien encadrés, bien protégés. Qu'est-ce que ça veut dire d'être freelance? Qu'est-ce que ça veut dire pour la société, pour l'économie, pour les entreprises qui travaillent avec ces freelances? Et donc, c'est deux sujets sur lesquels j'ai commencé à écrire beaucoup. Et puis, en fait, oui, en effet, ça creuse un sillon, ça te fait construire une expertise. Au bout d'un moment, tu es identifié. Au bout d'un moment, je ne sais pas à quel moment l'expression futur du travail ou future work a commencé à se cristalliser et à venir chapeauter l'ensemble des activités que j'avais. En fait, ça a quand même mis quelques années à construire une identité, en fait, de travaux. Mais finalement, j'ai été sur ces sujets-là dès 2015. Donc, j'ai senti que oui, il se passait un truc sur le sujet du travail. Et ça m'a permis d'émerger aussi sur un truc qui devient une activité professionnelle à un moment où il commençait à y avoir beaucoup d'intérêt sur les transformations du travail. OK. Et il y a une des alors je sais pas si c'est une thèse que tu défends, en tout cas il y a un sujet, qui vient de manière, heu, récurrente dans ce que tu écris et sur lequel je voudrais bien qu'on passe un petit peu de temps parce que c'est une conviction que j'ai aussi et que enfin qui est arrivée, alors dans mon parcours aussi à différents endroits. La notion d'artisanat, alors toi tu la formules comme, artisanat qui, prône, comment dire? Des valeurs d'autonomie, des choses comme ça. Hem, Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Alors moi j'ai 2 angles là-dessus. Il y a ce côté artisanat dans le travail et puis il y a ce côté aussi artisanat dans l'apprentissage. Et puis là on va peut-être faire le pont avec, le learning by doing, mais le fait de, mettre les mains, dans le cambouis, de faire des choses avec ses mains, de produire. Je te laisse ouvrir le sujet puis après Mm. on En fait, sur on l'artisanat, il discute. y a même, alors t'as donné deux angles qui sont magnifiques. Il y en a trois, en fait, dont on pourrait parler. Le premier, tu l'as dit, cette question de travailler de manière autonome, responsable, créative. Le deuxième, c'est l'angle de l'apprentissage. En effet, c'est un beau sujet. Et le troisième, c'est l'angle féministe et la valorisation d'un certain nombre de tâches qui passent un peu sous le radar. Et quand on a une vision artisanale des choses, on les réintègre en fait. Elles font partie du travail, elles font partie de sa valorisation. Donc là, tu as 3 ans. Voilà. Pour le premier c'est celui dont j'ai beaucoup parlé dans un livre intitulé Du labeur à l'ouvrage, où j'explique on est un peu venu à bout de ce paradigme du siècle précédent construit autour de l'organisation scientifique du travail dans l'industrie automobile, qui a un peu façonné toutes nos institutions et notre rapport au travail, pour le pire et pour le meilleur. Un peu. Pour le meilleur, c'est que on a créé plein de protections, d'institutions de protection sociale, d'apprentissage, etc., qui, en fait, qui chouchoutent les salariés d'une manière qui était quand même très, très avantageuse et qui avait des tas de bons côtés. Mais on est arrivé au bout parce que, et en partie parce que ce modèle du travail morcelé, hyper spécialisé, répétitif, où le travailleur est un peu interchangeable en gros, pour que l'usine puisse tourner en continu, il est à bout de souffle. Il est à bout de souffle pour tout un tas de raisons. La révolution numérique est un changement de paradigme à cet égard, parce qu'on est plus tourné vers l'idée non pas d'avoir un produit parfait puis de le reproduire à l'identique, mais plutôt d'itérer, de transformer, d'interpréter des données pour lancer des choses imparfaites et ensuite les transformer en continu. On est sur l'idée d'une économie qui a besoin de créativité, qui a besoin de valeurs différentes autour de la singularité, qui en fait sont une opportunité de réhabiliter ces valeurs de l'artisanat, parce que le modèle industriel de l'organisation scientifique du travail avec le one best way et la répétition, il nous sert plus autant. Il y a encore des endroits où il est pertinent, c'est sûr, mais il y a beaucoup plus d'endroits où il nous sert plus. Donc c'est une espèce d'énorme opportunité de revenir à quelque chose qu'on a connu dans le passé, qui est un modèle ou un rapport au travail beaucoup plus artisanal, où les compétences individuelles sont enrichies par le travail, par la pratique, par ces itérations successives, et où l'individu trouve de la valeur non seulement dans le travail qu'il fait, la fierté, le plaisir voilà, du bel ouvrage, le plaisir de se sentir grandir et élevé par son travail,
Mais c'est aussi même une raison de sécurité économique. Parce que quand tu étais un travailleur interchangeable dans le modèle industriel, ça allait parce que tu avais un emploi bien protégé, parce que tu avais des bons syndicats qui se battaient pour toi, tu étais plutôt bien payé, tu avais une bonne retraite, tes enfants ils gagnaient plus le lendemain, enfin la génération d'après, enfin tu sais, le modèle électronique bleu, ça faisait tout un package en fait, et ça passait. Du coup, le côté à la fois aliénant et pas du tout enrichissant intellectuellement d'un travail répétitif, ça s'accompagnait de contreparties. Et comme ces contreparties, elles se sont beaucoup désagrégées, voilà, retraite, syndicat, protection sociale, tu prends tous les éléments les uns après les autres, tu vois que c'est plus ce que c'était. Et c'est une réalité pour les travailleurs. Et du coup, en fait, ça ne s'associe plus à de la sécurité. Donc, si tu n'as pas de la sécurité économique, sociale, etc., associée à ce modèle-là, bah, on est très nombreux à se dire, bah, du coup, à quoi bon se farcir de l'aliénation si on n'a pas les contreparties? En fait, je suis plus safe, je suis plus en sécurité si je cultive mon savoir-faire, si je cultive ma polyvalence, parce que je peux me reconvertir, je peux faire autre chose, je peux faire évoluer mon activité. Le fait d'être très fort sur mes sujets, justement en ne faisant pas une micro-tâche hyper répétitive, ça va faire que j'aurai plus de valeur aussi aux yeux de clients potentiels, etc. Et je ne suis plus quelqu'un d'interchangeable. Donc mon intérêt est de n'être surtout pas interchangeable, puisque j'ai plus les syndicats très forts derrière moi qui se battaient pour que je gagne plus d'argent demain. Voilà, ça c'est le C'est premier super. angle. Ouais. Non, mais c'est super clair. Alors, moi, ça fait écho il se trouve que j'ai monté plusieurs structures. Il y en a eu où on était nombreux à mon échelle, c'est-à-dire qu'on est monté à une cinquantaine, et il se trouve que j'étais dans un groupe et je me disais, bon, moi, je me sens pas d'aller encore plus gros. Je trouve qu'à 50, on est bien, on se connaît tous, on n'est pas interchangeable, mais on a des vraies expertises, et il y a aussi un côté, on sait ce que tout le monde fait, on sait qu'on a des expertises, et puis tout ça constitue, je trouve, aussi une bonne cohésion d'équipe. Donc il y a ce sujet-là dans lequel je me retrouve beaucoup. Il y a le sujet de l'employabilité qui est hyper intéressant. Alors, j'ai enregistré un épisode la semaine dernière avec quelqu'un qui s'appelle Julien Dreher, qui est en charge, qui pilote une structure qui s'appelle Ground. Il a un énorme sujet en ce moment autour du no-code. Il dit, bah ça c'est une révolution, parce qu'en fait, si on demande aujourd'hui, je sais pas, dans 100% des boîtes du CAC 40, à quel point la roadmap IT est un goulot d'étranglement, bah, les gens disent, bah oui, c'est un goulot d'étranglement. Et en fait, on se rend compte que on peut redonner encore plus d'autonomie aux équipes avec cette révolution-là, qui est quelque chose de nouveau, qui est encore pas sec, et forcément, il y a plein de sujets, protection des données, enfin, il y a énormément de sujets derrière, mais globalement, on va redonner aussi un petit peu le pouvoir à mettre les mains dans le cambouis aux gens qui réfléchissent à des nouveaux usages, aux gens qui sont peut-être plus business et qui ressentaient une dépendance à l'IT. Donc je le retrouve aussi vachement. Et puis bon, aujourd'hui, nous sur Team Bakery, on est 2 associés. On s'est pas vu depuis 26 mois, je crois. On travaille qu'avec des freelances, donc on a une Vous êtes très entreprise qui loin est... géographiquement? On est, il y a eu le Covid, hein, donc on a été très loin. Ouais, mon associé était à Limoges, maintenant il est en Suisse. Moi, je suis à Paris, donc effectivement, c'était pas tout près. Bon, on a la chance de se connaître très bien d'avant, donc il n'y a pas eu de problème. Et je pense qu'on n'a jamais aussi bien travaillé ensemble, donc bon, on continue comme ça. Mais je retrouve aussi ça, le côté, et c'est nous ce qu'on cherche aussi, c'est s'autonomiser, être très très fort et différent sur nos sujets, cultiver un petit peu ce travail artisanal. Donc je te rejoins complètement sur ce sujet-là. Enfin, il y a le vrai sujet derrière que moi je vois un peu sociétal d'employabilité aussi, et de dire, je vais pas paraphraser ce que tu as dit sur le contexte économique, social, mais vraiment, on a la chance effectivement de pouvoir avoir des métiers, on peut cultiver ça aussi. Je pense faut aussi, j'espère que tout le monde aura la chance de travailler ça, mais c'est un vrai sujet. Alors ça vient aussi avec des contraintes, hein. Je pense qu'il faut aussi le dire quand on le présente. Être artisan, enfin moi, ma famille, j'ai des artisans, je sais aussi que c'est des gens qui comptent pas leurs heures. On a comment dire, un portefeuille d'activités assez large, de l'administratif pur, la compta, aller chercher les clients, produire, s'assurer que tout va bien, piloter des projets, piloter des partenaires. C'est aussi, il y a à la fois le côté être très spécialiste et avoir un côté unique, et il y a aussi un côté un peu, je sais pas si c'est décathlonienne, mais il y a aussi ça derrière.
Oui, avec le grand défi de pas laisser le travail manger tout, en fait. Manger tout dans ta vie, parce que sous prétexte que tu aimes ça et que c'est épanouissant. Et en fait, c'est les gens les plus à risque de burn-out, de débordement et ouais, du coup, de plus avoir de vie, de non-travail, en fait. Et c'est vrai que moi, j'aime bien, je sais que Samuel Durand, avec qui on en parle beaucoup et avec qui tu as aussi échangé récemment, il est très, voilà, il n'y a pas vie privée, vie pro, tout est mélangé et tout. Et c'est vrai que dans mon quotidien, je suis d'accord avec lui, je partage ça aussi. Mais j'aime bien sentir qu'il y a des moments où je ne travaille pas. Et quand j'ai l'impression que je travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, je me dis, on sent quand même clairement les moments où tu travailles pas. Les moments où tu travailles pas, c'est des moments où tu n'es pas connecté, c'est des moments où tu es dans un apprentissage qui n'a pas de visée productive. C'est-à-dire, tu lis un truc sur, je dis n'importe quoi, mais de la littérature africaine, Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une des autrices que j'ai découverte récemment. Je vais rien en faire, a priori, de pro, tu vois. Je vais pas écrire un, ou je la citerai peut-être au passage parce que je peux pas m'en empêcher, mais c'est pas un livre que j'ai lu pour en écrire des articles et pour en faire des podcasts. C'était vraiment ma curiosité personnelle. C'était du non-travail. Et c'est vrai que cette distinction travail-non-travail, je ne sais pas si toi, c'est pertinent pour toi ou si tu sens Euh, que c'est un sujet. alors, moi, j'ai 3 fils, dont un qui a moins de 2 ans. Donc, je vois un tout petit peu le sujet. Clairement, je pense qu'aujourd'hui, la place pour le non-travail hors de la vie familiale, elle est réduite à peau de chagrin en réalité. Parce qu'effectivement, malheureusement, et je pense que c'est passager aussi, il y a des moments de vie, enfin c'est marrant, avec ma femme on se disait encore récemment, mais qu'est-ce qu'on faisait quand on n'avait pas d'enfant, quoi. Qu'est-ce qu'on faisait quand on avait autant de temps? C'est scandaleux le temps qu'on a dépensé. Enfin, moi, je pense à mes années étudiantes notamment, où, enfin, vraiment, je pense que enfin, et puis je devais en avoir besoin à ce moment-là aussi, mais je ne faisais rien. Alors qu'aujourd'hui, alors tout n'est pas minuté, mais on est quand même, voilà. Et puis surtout, effectivement, ce que tu disais sur le risque de burn-out. On va revenir sur le sujet de productivité parce que je pense j'aimerais bien challenger ta thèse là-dessus parce que moi je pense qu'il y a un truc dans la productivité qui est justement de se créer des garde-fous au niveau charge mentale, santé mentale de manière globale. Mais effectivement, c'est sûr que quand tu sais que tu as fait, enfin, quand je me lève le matin et que je sais que je n'ai pas dormi à cause de mon fils, je peux pas estimer faire la même chose dans la journée que lorsque ça se passe bien, quoi. Pas que ça se passe bien, que j'arrive à dormir la Mm. nuit, pour faire simple. Bref, on va refermer cette parenthèse. Peut-être aborder le deuxième sujet autour de l'artisanat, qui est plutôt sous l'angle learning. Moi, pour lancer ce sujet, il y a un très bon article, et je mettrai le lien dans la description de l'épisode, que j'ai lu récemment. Alors, je sais plus comment c'était titré, mais l'angle était sympa. Qu'est-ce que le Moyen-Âge peut nous apprendre sur l'enseignement ou sur l'apprentissage? Et il y avait un petit peu ce balancier entre la vision de la formation aujourd'hui, qui est très, en anglais c'est schooling, quoi, qui est très descendant, académique, on pourrait dire en français. Et de l'autre côté, le côté justement apprentissage au sens premier. En français, ce serait peut-être compagnonnage, le fait de voilà d'avoir quelqu'un à côté de nous, plus expérimenté, qui nous montre comment faire. Avec l'image du forgeron, où effectivement, un forgeron, pas forcément donner un cours magistral sur comment on forge, mais plutôt effectivement expliquer, et puis corriger le geste s'il y a besoin. Là-dessus, est-ce que toi, alors notamment sur je sais pas si tu donnes encore des cours, si tu transmets encore autour de ces sujets-là, comment tu vois le truc? Est-ce que tu arrives effectivement à avoir cette côté artisanat dans la transmission? Alors, tu as raison, le Moyen Âge a beaucoup à nous dire sur des formes d'apprentissage qu'on a laissé décliner, qu'on a laissé se déliter, et à mon plus grand regret, qui ont plusieurs dimensions. Ce que tu parlais de cet apprentissage dans le cadre du compagnonnage, hein, les artisans qui avaient leur apprenti de 15 ans ou de 16 ans, qui, comme tu l'as dit, à la fois observaient le maître et puis faisaient des petites tâches, hein. Pendant des années, tu fais des petites tâches un peu ingrates,
Et puis, mais avec la chance d'observer les maîtres. Et puis ensuite, un jour, on te confie la responsabilité de tenter par toi-même, alors à tes risques et périls, parce qu'évidemment, c'est pour ça qu'il faut attendre longtemps avant de prendre des risques, quand c'est avec des outils qui peuvent te blesser ou des matières premières très précieuses qu'il ne s'agit pas de gaspiller. On ne faisait pas n'importe quoi. Il y avait une patience aussi à avoir. Dans l'apprenti était censé quand même être très patient. Hein. T'as cette on en fait des blagues, nous, dans la famille, sur la maîtrise japonaise, hein, et l'image qu'on se fait des artisans japonais, donc cette grande maîtrise où les maîtres de, je sais pas, que ce soit les cérémonies du thé ou les maîtres qui font les meilleurs sushis comme Jiro. Hein, il y avait un très beau documentaire qui s'appelait Jiro Dreams of Sushi, où tu vois le plus vieux chef étoilé du monde, 80 ans passés, dans un restaurant à Tokyo dans lequel même Barack Obama a mis les pieds. Il est tellement bon, tellement fort, tu sais, il sait reconnaître quand il voit un poisson, il sait exactement comment sera sa chair, sa consistance, comment le couper. Enfin, il a ses sens tellement, tellement développés par toutes ces années d'expérience, d'avoir touché, senti, regardé la matière, les produits, d'avoir travaillé. Et il a un fils de 60 et quelques balais qui a passé 30 ans à faire des tâches moins nobles et qui, à 60 ans passés, a le droit de, enfin, après n'avoir fait que la cuisson du riz, de enfin couper le poisson, tu vois. Et ensuite, enfin, il aura le droit d'ouvrir son restaurant à lui parce qu'il sera considéré comme... Donc, cette espèce d'idée de patience, de répétition, on l'a complètement perdue parce qu'on est... on pense à tort quand on parle d'artisanat, que voilà, ça veut dire mettre les mains dans le cambouis tout de suite et puis y aller et puis tout de suite faire. Oui et non, tu vois, dans le Moyen-Âge, t'as pas que ça. C'est aussi d'abord cette grande patience d'être dans l'observation et dans les tâches ingrates pendant extrêmement longtemps. Tu vois aussi dans les films d'arts martiaux, tu vois, hein, c'est ces gens qui suivent les maîtres en disant je veux apprendre à ton contact. Et puis au début, on leur fait juste porter des seaux d'eau et tout. Et puis ensuite, un jour, ils ont le droit de, ils ont le droit de toucher à ce qui les excite vraiment. Et je pense que ça c'est un truc qui est génial, cet apprentissage de la patience et de l'observation. Et puis de l'humilité et la compréhension que toutes ces tâches de support, ces petites tâches que toi tu considères comme dévalorisantes parce que tu as tout de suite envie de mettre les mains dans la pâte et de faire ton pain, et ben que non, préparer la cuisine, nettoyer, préparer la planche, etc. Enfin, que tout, faire la vaisselle, tout ça, c'est des tâches importantes. Et c'est ça qui est aussi beau dans l'artisanat. D'ailleurs, ça nous fait la transition avec le troisième sujet féministe. C'est que tu vois qu'il y a une intégration dans l'artisanat des tâches de production et des tâches dites de reproduction qui permettent à la fois d'entretenir le lieu, l'environnement, de soutenir tout ce qui permet la production et la création. Et c'est toutes ces tâches comme s'occuper de tes enfants, parce que tu peux pas produire sans ça, dormir la nuit, parce que si ton enfant t'empêche de dormir, oui, t'es pas aussi productif le lendemain. Mais aussi, que ce soit ton atelier, que ce soit ta boutique, si tu es un commerçant, ton restaurant, etc. Enfin, si tu es artisan, ton lieu de vie et ton lieu donc ton lieu de production et ton lieu de reproduction sont souvent le même. Ils sont mêlés, intimement mêlés. Et du coup, il y a les tâches qui, dans d'autres domaines, dans d'autres types d'organisations, sont des tâches dévalorisées, que tu délègues à des gens mal payés et qui, du coup, les font pas bien, que ce soit le ménage, que ce soit la cantine que tu confies à des sociétés externes et tu te dis, je m'en fous, c'est pas mon cœur de métier. Tout ça, en fait, quand tu as une vision artisanale du travail, tu les réintègres. Et c'est un apprentissage d'humilité, mais un apprentissage de la noblesse aussi, de ces tâches qui aujourd'hui sont plutôt féminines. C'est pas génétique, hein, c'est juste quand on regarde la répartition genrée du travail, et qui sont plutôt dévalorisées. Donc l'artisanat permet de les réintégrer. Voilà, tu as vu, j'ai mêlé dans les deux l'apprentissage et le féminisme d'un bloc, là, d'un trait. On va revenir sur l'angle féministe juste après. J'y pensais en t'écoutant. Je pense qu'il y a encore, enfin, je pense à la médecine. Tu vois, cette idée de compagnonnage, elle est très présente dans la médecine. Si tu regardes l'étude de médecine, c'est quoi? C'est 7, 8, 10 ans? Je sais plus. Ouais, 7 ans, 8 ans, ouais. Je l'espère que eux l'ont conservé. C'est quand même intéressant pour nous. Mais effectivement, il y a ce sujet-là. Alors moi, là, on parle beaucoup concept et qu'est-ce que ça veut dire l'artisanat sur ces deux sujets. Est-ce que on pourrait trouver, enfin, est-ce que tu aurais des exemples concrets, alors que ce soit dans le job, or effectivement, si on parle juste du salariat, est-ce que tu as vu des initiatives, des choses où tu dis bon, là effectivement, ce côté artisanat revient, on sent qu'on a il y a quelque chose qui a changé, il y a une approche différente du mode très, je sais pas si c'est druckérien ou tayloriste de la tâche et l'optimisation à tout prix.
Sur le côté effectivement travail, salariat, et de l'autre côté sur le learning, est-ce que tu as des exemples où tu as vu, alors soit toi en apprenant, soit des choses que tu as pu voir au fil de tes écrits ou de tes recherches? Sur le travail, je vais te donner au moins 2 exemples. D'abord, je pense qu'on ne doit pas prendre à la légère ce regain de glamour lié à l'artisanat, qu'on appelle pour une raison idiote néo-artisanat, alors qu'en fait, il y a rien de néo là-dedans. C'est pas forcément du néo, mais on désigne en fait des gens qui se destinaient pas à des métiers de l'artisanat et qui y songent très sérieusement en mêlant des compétences de leur emploi de bureau, à savoir faire le marketing pour bien vendre leurs produits, ou bien être capable d'avoir, oui, c'est ça, d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient pour être plus visible et pour se démarquer de la concurrence. Et c'est une tendance qui a beau être pas forcément massive du point de vue statistique, mais sa popularité, ou en tout cas l'intérêt qu'on y porte, toi, moi, les médias, hein, notre obsession pour ces gens qui vont aller faire de la bière artisanale, du pain, etc., etc., ça dit quelque chose de notre envie, en fait, de réconcilier la tête et les mains. Ça dit quelque chose de notre envie de retrouver cette vision holistique du travail dans laquelle, justement, tu n'as pas ces séparations qui t'aliènent, en fait. Et je pense que derrière ça, il y a un truc concret et réel d'une envie, notamment de retrouver le travail des mains, parce on est devenus des handicapés des mains. Moi, je sais que je suis très mauvaise pour tout ce qui est manuel, et je le regrette beaucoup parce que je sais que c'est là qu'il y a de l'intelligence, en fait, dans le bout de mes doigts. Il y a ce mot en allemand que j'adore. Je ne sais pas si tu parles allemand, mais moi, comme j'habite en Allemagne, il y a des mots allemands qui me viennent parfois, qui est Fingerspitzengefühl. Et le Fingerspitzengefühl, c'est ce sentiment et sensation que tu as au bout des doigts. Un peu comme si tu avais, tu vois, ces capteurs au bout des doigts qui te donnent cette finesse. On parle, nous, de capacité motrice fine, donc on a des expressions un peu similaires, mais j'aime bien le Fingerspitzengefühl parce C'est la pulpe des doigts, non? c'est C'est ça, ça c'est la le... pulpe des doigts, mais c'est la finesse de sensation que tu as au bout des doigts, en fait. Et on comprend avec Gefühl, parce que Gefühl, ça veut aussi dire sentiment, qui a un lien avec le cerveau qui est très fort, qui a un lien avec les émotions qui est très fort, qu'en fait, ton cerveau, il est un peu au bout des doigts aussi, quoi. Voilà. Donc, il y a la tête, le ventre et les doigts, quoi. Donc j'aime bien cette expression-là pour ça. Et le deuxième exemple que je voulais te donner, à part les néo-artisans et l'intérêt qu'on leur porte, c'est, tu l'as dit toi, tu as parlé du no-code tout à l'heure, et je pense que le no-code, c'est une tendance à cet égard très parlante, mais au-delà de ça, il y a aussi tous ces logiciels de SaaS en tout genre, qu'il s'agisse de Notion, qu'il s'agisse de Canva, qu'il s'agisse de plus anciens, des logiciels pour bidouiller tes photos, enfin voilà, toutes ces choses-là qui font qu'on est beaucoup plus empouvoiré, pardon pour le mot moche, à faire des trucs, et que d'un modèle d'entreprise où tu avais, si tu veux, des licences pour tout le monde qui était la même, qui était le pack Microsoft, à un modèle où tu as des équipes qui disent moi j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, qui s'autonomisent par rapport au choix et à l'achat d'outils, parce que c'est moins engageant de prendre un abonnement mensuel à un logiciel que tu peux tester par-ci par-là, par rapport à acheter des licences, un gros truc, ou développer ton propre logiciel de grosse entreprise qui va te coûter des centaines de milliers d'euros ou plus. Tu vois, on a une vision qui est beaucoup plus vers les individus, c'est-à-dire d'une certaine manière, le B2C a un peu influencé le B2B à cet égard-là, en donnant beaucoup plus de pouvoir aux individus d'aller bidouiller par eux-mêmes sur leur ordinateur, faire par eux-mêmes, que ce soit écrire les newsletters, que ce soit faire du graphisme même quand tu n'es pas graphiste, que ce soit faire des podcasts même quand tu n'es pas ingénieur du son de formation ou que tu n'as pas un studio ultra pro, enfin tu vois tous ces trucs-là. Et le no-code, du coup, ça s'inscrit exactement dans cette tendance-là.
Et là, tu vas me dire, c'est pas un exemple concret, c'est une tendance, mais c'est concret quand même parce que nous, on le vit tous. Tous ceux qui nous entendent, ils ont bien un logiciel en tête ou un truc en tête où ils se disent, oui, en effet, moi, ça c'est là où je bidouille par moi-même et j'expérimente l'artisanat par moi-même. Ça n'existait pas il y a 10 ou 15 ans. C'était difficile ou impossible il y a 10 ou 15 ans d'avoir ce rapport-là. Et c'est encore difficile dans plein de boîtes. Il y a plein de boîtes tu n'as pas le droit d'acheter les licences que tu veux, ou alors avec tes sous personnels, tu n'as pas le droit d'utiliser tel et tel truc sur ton ordinateur pro, et tout doit passer par la DSI, et c'est ça et pas autre chose, et on ne te demande pas ton avis. Donc ça, c'est encore une réalité pour plein de boîtes. Mais on a aussi celles qui se sont réveillées et qui ont donné plus d'autonomie à leurs équipes pour déterminer par elles-mêmes, et les individus aussi par eux-mêmes, de quoi ils avaient besoin pour travailler de manière autonome et créative. C'est hyper clair. Et pour finir par une mise en abîme, ce podcast est enregistré à distance avec un logiciel qui doit coûter 10 $ par mois, si je ne me trompe pas. Et un micro. Alors, devant moi, j'ai un micro qui doit coûter 100 €. Je vois que tu as une paire d'écouteurs Apple qui doit être fournie avec ton téléphone. Donc voilà. Donc effectivement, on est complètement là-dessus. On est complètement sur ce sujet de l'artisanat dans la capacité à créer des choses. Je pense que, alors je sais pas, mais pour toi, mais moi je suis pas animateur de radio à la base. Ou en tout cas, c'est pas le sujet. C'est de dire effectivement, on peut tester des choses de manière beaucoup plus rapide. Bon, on fait la transition sur le troisième sujet lié à l'artisanat, qui est l'angle féministe. Alors, je vais te laisser présenter ta thèse. Je disais en intro avant qu'on allume l'enregistrement. Moi, je l'avais pas cerné cette thèse quand j'ai préparé l'entretien. Il se trouve que cet après-midi, avant qu'on enregistre, j'étais en mentoring avec une cliente qui travaille dans un grand groupe français, qui est en charge de la communication dans une BU. Et en fait, je l'ai vu arriver enfin, je l'ai pas vu arriver, mais ça me sautait aux yeux. Effectivement, c'est quelqu'un qui est dans un comex de BU, qui est en charge de la com, et en fait, elle se retrouve à organiser le choix des restaurants pour les dîners pro, commander les viennoiseries, alors qu'en fait, elle fait la com, quoi. Elle fait pas l'intendance de l'équipe. Donc voilà pour la petite illustration pour lancer le sujet. Je pense qu'on va parler de ces sujets-là. Je te laisse attaquer, et puis ouais. Moi j'ai un sujet qui est lié à la productivité, parce que je crois que tu t'attaques ça sous l'angle d'une critique de la productivité. Oui, exactement. Alors, la critique de la productivité, c'est pas une critique de l'efficacité. Qui ne rêve pas d'être plus efficace, justement, pour avoir plus de temps ou plus d'argent, ou les deux. Évidemment, on en rêve tous. La critique de la productivité, c'est que la manière dont elle est mesurée par les économistes, par les entreprises, et puis la manière dont le travail est organisé fait que, en fait, la productivité, c'est davantage pour les hommes, et puis la non-productivité ou l'invisibilité, c'est davantage pour les femmes. Et ton exemple est génial, je vais rebondir dessus, parce que en effet, il y a pas mal de livres qui sont sortis précisément sur tout ce travail invisible qui a lieu dans le bureau. Et ce travail qui fait pas avancer ta carrière personnelle, ton image, ton prestige, ou qui fait pas avancer non plus ni tes primes, ni tes rémunérations. Donc ça peut être du travail franchement non rémunéré, du travail gratuit dans le bureau. Tu as donné voilà, l'exemple de tâches logistiques de préparation dans une équipe qui sont, mais de manière ultra majoritaire, assumées, endossées par des femmes dans les équipes mixtes. C'est un truc incroyable. Toutes les études montrent que, voilà, quand il y a quelqu'un pour faire des tâches, quand il faut quelqu'un pour faire des tâches un peu de secrétariat, prendre des notes lors d'une réunion, partager l'information par la suite, c'est quasiment que des femmes. Quand il s'agit de préparer le pot de départ de Michel, de la compta, c'est des femmes qui vont préparer le pot de départ et aller collecter les sous. Alors maintenant, on le fait plutôt virtuellement, mais c'est quand même eux qui vont prendre en charge le truc, qui vont écrire les messages, qui vont s'en occuper, fêter les anniversaires les uns des autres, tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, du bien-être de l'équipe, s'assurer que tout le monde va bien, en fait. C'est une forme de travail. En tout cas, ça prend du temps sur ton travail, et c'est partagé de manière très inégale. C'est-à-dire que une grosse quantité de ces tâches-là, comme à la maison pour beaucoup de tâches domestiques, c'est pas on n'est pas sur du 50-50 du tout, du tout. On est, par exemple, les corvées domestiques, tu vois, pour donner un exemple, c'est 2 tiers, 1 tiers, hein, selon toutes les études en pratiquement. Alors, il y a des pays où c'est encore pire. Alors, tu vois, si tu prends le Japon, tu serais plutôt sur du 80-20.
Donc 80% de ces tâches parentales, domestiques, etc., qui sont assumées par des femmes et 20% seulement par des hommes dans la société japonaise. Et dans le bureau, c'est pareil. Et du coup, de dire, voilà, tu as quelqu'un, John, je vais prendre de John et Marie, qui est plus productif, et puis Marie qui est moins productive, évidemment, elle n'a pas le temps d'être aussi productive puisqu'elle s'occupe de tout un tas de choses, mais qui permettent à tout le monde d'être plus productif. Parce que si on est bien dans une équipe, parce que on s'entend bien, parce que quelqu'un a pris les notes et que du coup on a l'info, parce que quelqu'un a préparé la sortie, le truc, le machin, on travaille tous mieux, mais ces tâches-là ne sont pas valorisées. Et donc, dans ma critique, je dis qu'en fait, il faudrait avoir une vision plus collective de la productivité et que cette manière qu'on a de l'individualiser, elle a un énorme angle mort qui est tout ce qui rend nécessaire le travail et qui est parfaitement inégalitaire, en fait. Et puis, donc ça, c'est une vision plus collective à l'échelle d'une organisation, mais aussi à l'échelle de toute une société, parce qu'en fait, tu as des tâches, le travail des infirmières ou des enseignantes, etc., qui font que toi, ça te permet d'aller travailler, parce que tu sais que tu vas être soigné quand on a besoin, tes enfants, tes parents, etc., vont être soignés, donc tu vas être en bonne santé, et puis les gens autour de toi vont être en bonne santé, ça te permet d'aller travailler. Tes enfants, ils vont aller à la crèche, puis à l'école, etc. Il y a des professionnels qui vont s'en occuper, qui sont que des femmes. Alors, 95% des femmes, pour les professionnels de la petite enfance, on est vraiment sur et les infirmières, on est sur du 85% de femmes, donc il y a quand même 15% d'hommes, mais c'est vraiment des chiffres quand même, point de vue non-mixité, qui sont assez frappants, quoi. Et bien ces tâches-là, toutes ces tâches-là, qui te permettent de travailler, parce que si tu as ton petit gamin avec toi, ou tes gamins avec toi, tu peux pas travailler. Surtout, t'en as 3, toi, en plus, hein, donc t'as les 3 avec toi, tu peux pas travailler. Et la plupart du Même temps, je peux pas travailler. même un, tu peux pas travailler, exactement. Et comme par hasard, dans notre société, tous ces emplois qui sont dominés par des femmes et qui concernent le care, le soutien, le support, le soin aux enfants, ce qui te permet, toi, d'aller travailler, la santé, etc., c'est des emplois qui sont jugés moins productifs et qui sont très mal rémunérés. On utilise la mesure de la productivité pour justifier le fait qu'ils ne valent rien, et c'est un argument complètement tautologique, parce qu'en fait, la productivité, notamment dans le service public, on la mesure par rapport à la ligne de budget qui correspond. Et le budget, c'est surtout la masse salariale. Donc, en gros, si tu payes quelqu'un une misère, ou tu payes quelqu'un pas bien, du coup, automatiquement, cette personne-là est improductive ou moins peu productive, puisque ce qu'elle produit, à savoir son salaire, en l'occurrence, pour le service public, est jugé n'avoir pas une très forte valeur. Et donc, en fait, c'est des trucs autoréalisateurs, et on voit qu'on a cette espèce de segmentation du travail. Quand tu regardes les familles de métiers, sur les 87 familles de métiers recensées par l'INSEE, l'écrasante majorité sont non mixtes. Et dans les 17 métiers parmi les 87 qui sont quasi exclusivement féminins, quand on dit quasi exclusivement féminin, c'est que tu as plus de 60% de femmes, mais ceux dont on a parlé, on est sur entre 80 et 100% de femmes. Par exemple, les infirmières, les auxiliaires de vie, les nounous, les femmes de ménage, voilà, c'est quasi que des femmes. Les enseignants, c'est 2/3 de femmes, et ça monte, ça ne cesse de monter. Donc dans ces métiers-là, c'est tous des métiers super dévalorisés et décrits par l'économie classique comme étant peu productive, comme si c'était des boulets pour la société, un coût, une charge, un fardeau. Et puis qu'à côté, il y aurait des travailleurs réputés productifs qui, eux, financent tout. Eux, heureusement, ils font tourner l'économie. Donc, tu vois, tu aurais d'un côté des gens qui font tourner l'économie et créer des richesses, et puis de l'autre, des boulets, des fardeaux. Et en fait, pendant la pandémie, et puis même dans la vie de tous les jours, ce dont on se rend compte, c'est qui est le plus essentiel. En fait, les soi-disant valeureux travailleurs qui créent des richesses, sans les essentiels, là, qui sont mal... ils n'y arrivent pas. Ils ne peuvent pas. Leur travail est impossible. Et donc, s'ils sont essentiels, ne nous voilons pas la face, c'est qu'ils sont productifs, c'est qu'ils contribuent à la productivité, puis il n'y a pas de productivité sans eux. Donc, en gros, c'est ça, tu vois, l'argument féministe, il touche à plusieurs dimensions, hein, et j'essaie de le tisser dans mon livre, En finir avec la productivité, autour de plusieurs sujets qui sont quand même des sujets vraiment liés à l'économie. Parce que l'économie, en tant que discipline, elle a pratiquement toujours eu cet angle mort-là,
de se dire, bah non, l'économie, c'est neutre, mais c'est que des hommes qui l'écrivent, c'est comme la philo, jusqu'à récemment, il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes parce qu'elles n'étaient pas les bienvenues, hein, faut le dire très clairement. Ils considèrent que l'économie, c'est pas une discipline pour toi. Du coup, on n'a pas regardé ni la sphère domestique, ni le care, ni le soin, ni la division genrée du travail et des tâches, ni cette interaction qu'il y a entre le travail gratuit et le travail payant. Donc c'est un vaste sujet, mais je brosse le tableau dans un livre qui reste court à lire. Donc c'est un gros défi de faire un travail de synthèse. C'est hyper clair et le constat, je partage complètement ton constat. J'imagine qu'on peut trouver, c'est toujours pareil, hein, dans un constat, tu peux trouver des contre-exemples à chaque fois que tu creuses, mais c'est pas le sujet. En fait, le sujet, c'est de se dire, alors moi, je suis désolé, je suis ingénieur de formation, alors bon, je connais la non-mixité en ayant fait une école d'ingénieur, bon, voilà. Mais bon, je pense que ça ça se joue beaucoup plus tôt dans les études là-dessus. Moi, j'ai un sujet, alors pourquoi je te parle de ça, c'est que très vite je switch en disant, bon, ok, c'est quoi la solution? Comment on passe à... Est-ce que la solution, c'est faire rentrer dans les indicateurs qu'on suit, en tout cas trouver les bons indicateurs ou faire rentrer un peu dans l'assiette des choses qu'on suit ces métiers-là, en tout cas l'apport indéniable de ces métiers? Le risque, c'est que ça soit un statu quo aussi sur ces métiers, c'est-à-dire qu'on cultive, la non-mixité reste là, ou est-ce que c'est plutôt rééquilibrer les choses, et est-ce que tu penses qu'en rééquilibrant le curseur de mixité, de facto, vu qu'il y aura plus d'hommes dans ces métiers-là, ça va remonter, ou vu qu'il y aura plus de femmes dans les autres métiers, ça va remonter aussi? C'est quoi? Oui, la mixité est un objectif à avoir dans les deux, c'est-à-dire dans les métiers réputés masculins parce que ce sont les plus valorisés, les plus payés, les plus prestigieux, qu'il s'agisse de la politique, de la finance ou des sciences et de l'ingénierie. Tu vois bien que c'est souvent là que se trouvent des enjeux stratégiques et de pouvoir, de richesse, de prestige. Et évidemment, mais on se focalise beaucoup dessus, hein. On dit toujours, voilà, il faut que les femmes soient dans les métiers d'hommes. Ce qu'on dit très peu, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des hommes dans les métiers de femmes. Et en fait, je pense que du coup, vu que l'autre sujet, on en a beaucoup parlé, on en parle tout le temps, hein, on parle tout le temps des quotas, des conseils d'administration, des femmes. Enfin, ouais, ça, c'est un sujet qui est très visible et comme si c'était la réponse à tout. En vrai, moi, je pense que c'est plus important d'avoir des hommes infirmiers, d'avoir plus d'hommes enseignants, etc. Et ça passe par un contrat social qui est différent, qui est une meilleure valorisation. Pourquoi les hommes, ils y vont pas? C'est pas parce qu'ils sont génétiquement pas capables de soigner les autres, ou même que ce travail ne peut pas être attractif du point de vue du sens, de la vocation, etc. Je pense qu'il pourrait y avoir plein d'hommes. Il y avait plein d'hommes enseignants autrefois. La raison, c'est que c'est payé une misère. Et qu'il y a d'autres perspectives qui sont ouvertes à des hommes. Du coup, il y en a peu qui y vont. Ceux qui y vont sont souvent des immigrés. Il y avait des travaux qui ont été faits sur les hommes infirmiers aux États-Unis. Et les hommes infirmiers étaient beaucoup des latinos, des immigrés de différents continents qui avaient déjà fait ce défi de challenger leur identité. Et du coup, rentrer dans une identité dite féminine, ça rajoutait pas grand-chose au fait d'avoir déjà challengé leur identité nationale, culturelle, etc. Ils étaient déjà de toute façon des outsiders, déjà parfois vivant de rejet, de discrimination, etc. Du coup, il n'y a pas plus grand-chose à perdre. Et puis aussi parce que les emplois les moins valorisés, quand il n'y a personne qui veut les faire, les nouveaux entrants, et notamment les immigrés, vont s'y coller. Que ce soit les emplois dans les abattoirs, qui sont atroces, et dont on a beaucoup parlé au début de la pandémie, parce qu'il y a eu beaucoup de clusters, beaucoup de malades, beaucoup de morts aussi dans ces emplois-là, tellement les conditions de travail sont rudes. Ou que ce soit les emplois du care, qui sont extrêmement mal rémunérés, mal valorisés, pas protégés, pas couverts, etc. Donc pour moi, le plus grand défi, c'est celui-là, c'est d'apprendre à le voir, à le mesurer, à le valoriser, à l'organiser, parce que quand tu t'organises et que tu crées des néo-syndicats, d'un coup, tu changes de rapport de force, tu peux augmenter les prix, ça s'est fait dans des professions et des endroits... tu vois, certains États aux États-Unis où tous les serveurs, serveuses, donc plus des serveuses que des serveurs, mais il y avait des serveurs dans le lot aussi, ont fait passer, à force de militer et puis de s'organiser entre eux,
des salaires minimum horaires qui étaient moins dégueulasses, des conditions de travail qui étaient meilleures. Donc, en fait, une vision quand même, je dirais, plus matérialiste de l'histoire, qui inclut des rapports de force, des combats, et puis de la négociation collective. Et du coup, quand cette valorisation est plus grande, d'abord, c'est important d'avoir des hommes dans l'eau pour donner de la visibilité à la chose, essentiel. Et ensuite, quand c'est plus valorisé, il y aura plus d'hommes. Quand il y aura plus d'hommes, ça sera plus valorisé. Et en fait, en quantité, ça concerne beaucoup plus de monde et c'est un enjeu encore plus, peut-être encore plus important que d'avoir des femmes au conseil d'administration. Mais je ne dis pas qu'il en faut pas, bien sûr, mais je peux dire, c'est que les femmes au conseil d'administration, ça concerne 0,0000001% des gens, alors que les emplois du CAIR, on parle de peut-être un bon quart, si tu inclus tout le CAIR au Mm. sens large, un bon quart des gens, quoi, et la moitié des femmes, sans doute. Donc, c'est du monde, quoi. Ah, c'est super clair. Et il me semble que dans ton livre autour des enjeux de la productivité, il y a un côté plus accès aux ressources. Alors, je sais pas si c'est éco-responsabilité le bon terme. Mais il y a aussi ce côté-là. Alors, on revient plutôt sur le terme, ce qu'on appelle être productif. Est-ce que là-dessus, tu veux, alors sans rentrer dans le détail, hein, on va pas, mais je trouve ça hyper intéressant aussi. Alors, je pense que ça a fait écho à ce que tu disais, le monde d'avant, pas cette expression, mais un monde qui était centré vraiment sur le progrès, un accès illimité aux ressources, était forcément très optimisé. Aujourd'hui, voilà, on est dans une autre époque, on a d'autres défis devant nous, et ça interpelle aussi ce sujet de qu'est-ce que c'est être productif aujourd'hui, quoi. Oui, c'est pour ça que la critique féministe, elle rejoint la critique écologique de la productivité, parce que ce que je disais tout à l'heure à propos du travail gratuit, qui est un angle mort, qui n'est pas vu, en fait, c'est vrai aussi des conséquences d'une activité ou d'une production sur l'environnement, et l'environnement au sens de relation des individus avec eux et relations des individus avec leur environnement. Et tout ça, c'est pareil, c'est ce qui permet la production, qui permet la productivité. Mais si tu ignores, si tu minores ou tu ignores complètement les externalités, c'est-à-dire ces conséquences qui ne sont pas le cœur de l'activité sur l'environnement, bah, du coup, tu externalises. Je te donne un exemple très concret. Mettons que toi, tu produis un truc assez polluant, mais très productif, haute valeur ajoutée, mais on va dire, tu déverses dans la rivière d'à côté plein de grosses saloperies. On va dire, mettons de l'essence, du pétrole, qui va laisser des nappes comme ça sur les côtés, etc. Puis du coup, tu vas avoir des armées de bénévoles de la communauté qui gratuitement vont nettoyer l'environnement, ramasser, sauver les animaux, etc. Ou d'autres gens qui vont soigner les gens qui ont des problèmes physiques, ou la société qui va prendre en charge le problème d'un air pourri sur les troubles respiratoires des uns et des autres, des troubles de l'asthme et tout ça. Donc tout le coût que ça a sur le système de santé, par exemple, des individus. Et bien tout ça, si tu intégrais ce travail gratuit, ben d'un coup, ton activité polluante mais productive, elle est beaucoup moins productive. Parce que si ça coûte beaucoup plus cher à produire, la mesure de la productivité change automatiquement. Et donc, en fait, c'est artificiel. Ce qui est souvent, ce qui est jugé ultra productif, et je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens ultra productifs, très probablement, mais en moyenne, très souvent, en tout cas c'est de ça qu'il faut se méfier ou c'est ça qu'il faut regarder, le très productif derrière se cache des externalités qu'on ignore, des dégâts que l'on ne comprend pas en compte ou du travail gratuit qu'on a habilement délégué à des gens qui ne sont pas valorisés. Hommes et femmes, hein. Je dis juste qu'il y a plus de femmes dans l'eau, mais hommes et femmes peuvent être concernés. Et du coup, la mesure de la productivité comme quelque chose d'individuel, comme quelque chose voilà, qui est synonyme de progrès, etc., etc., elle est délétère, elle est toxique, nocive pour nos liens sociaux, pour l'égalité des femmes et hommes, égalité de toutes sortes aussi entre des personnes qui sont plus défavorisées. On parlait de personnes immigrées tout à l'heure au travail. Elle est toxique pour le tissu urbain, le lien social, etc. Parce elle est artificiellement, elle extrait artificiellement un élément et un autre sans prendre en compte justement la globalité, tout ce qui la rend possible et puis toutes les conséquences qu'elle a sur le reste et sur les autres. C'est hyper clair. Du coup, je vais pas pouvoir aller contre ta thèse, je suis désolé. Je pense que c'est sur la définition qu'on n'était pas
Moi, j'avais l'angle productivité au sens état d'esprit, faire attention à sa santé mentale, qui me semble être un énorme Ouais. sujet en ce moment. À Et j'en l'époque parle où... aussi, hein, et du rapport au temps et tout, tu raison, ça, j'en parle aussi Mm, parce que, en fait, le mot productivité, tel que là, on en a parlé comme d'une notion économique un peu abstraite, qui a un ratio, en fait, hein, entre mm, input, output, input, et puis output. voilà, c'est pas que ça, c'est aussi, en effet, un mindset, une culture qui s'est infiltrée dans toutes les dimensions de la vie, qui nous donne un rapport de temps, un rapport au temps un peu maladif, un peu pathologique, Mm. où on est là en train d'essayer d'optimiser tout, d'optimiser toutes les dimensions de notre vie, et puis d'appliquer des logiques de travail même à la vie privée. Donc, tu es là finalement à réfléchir à comment tu vas optimiser l'éducation de tes enfants, comment tu vas optimiser ton sommeil, comment tu vas travailler ton corps. Hein, je travaille mes abdos, je travaille ceci, je travaille cela. Et du coup, tu es là à être productif tout le temps et partout. Et évidemment, ça te fait perdre le sens des priorités et avoir un rapport au temps qui te fait passer à côté de l'essentiel, passer à côté de l'instant présent, te projeter constamment dans le futur. Et bon, bah, tu vas mourir avant d'arriver au moment où tu es arrivé au bout de ta to-do list. Hein. Joli programme. Donc, juste pour finir, effectivement, moi, j'étais plus... Alors, il se trouve qu'on a beaucoup de clients, de gens qui font appel à nos services, qui ont un sujet en ce moment qui est très lié au travail en mode hybride, qui me disent, mais en fait, je suis en télétravail, mais je suis en conf call de 8h30 à 19h. Et là, effectivement, il y a ce côté... alors déjà, est-ce que ces calls sont vraiment tous très productifs? Et deuxièmement, à quel moment je reprends le contrôle sur ce qui se passe? Sans effectivement... alors, je pense qu'il y a des curseurs à placer. Et on peut pas proposer à tout le monde de devenir artisan avec sa propre structure. Mais je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de notions qu'on a vues ensemble pendant notre échange qui doivent permettre de réfléchir à dire, ok, les questions du sens est là, la question de effectivement comment je trouve le bon équilibre. C'est hyper intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour la discussion, parce que c'était très riche. Peut-être une ou deux dernières questions. Alors, en général, j'en ai trois quand je dis que j'en ai deux, mais bon, on va voir. Si on devait synthétiser ce terme d'artisanat, sur lequel on est revenu un petit peu en détail, ça serait quoi pour toi, alors je sais pas, les bons ingrédients à mettre pour cultiver cet artisanat dans son équipe, dans sa vie pro? Est-ce que tu as une Ouais. synthèse ou une espèce de moto que toi tu t'appliques ou que tu proposes aux gens de s'appliquer pour questionner ça? Oui, alors dans ta question, il y a à la fois l'angle individuel et l'angle équipe. Donc, c'est deux sujets différents parce que quand tu es sur l'angle équipe, tu as une question de la manière dont tu organises le travail, la quantité de travail asynchrone par rapport au travail synchrone. Donc, le travail synchrone, c'est ces réunions qui n'en finissent pas toute la journée et qui fait que tu as l'impression de plus du tout être maître de ton temps ni de pouvoir avancer dans ton travail. Et ça va arriver à souvent du surtravail parce que c'est le soir, c'est la nuit, c'est le week-end que tu avances sur tes dossiers puisque le reste du temps, tu es en Zoom à longueur de journée. Donc ça, c'est un sujet d'équipe, c'est un sujet d'organisation, de règles, de limites, de garde-fous, de critères très clairs et où tu limites ce travail synchrone pour pouvoir laisser plus d'autonomie aux individus. Mais c'est vraiment un sujet d'équipe, c'est vraiment un sujet de management et c'est un sujet d'organisation. Et les individus, ils peuvent pas faire grand-chose quand, en tant que salariés, tu vois, ils sont pas maîtres de ça, quoi. Ils n'ont pas forcément la liberté d'agir par eux-mêmes quand le mode de travail dans leur équipe n'est pas celui-là, quoi. Après, il y a un sujet évidemment d'individu. Le sujet d'individu, c'est de dire de quelle manière est-ce que je peux intégrer ou réintégrer des dimensions artisanales dans mon travail de tous les jours. C'est être un éternel débutant en faisant avec des mains des choses que tu fais plus avec les mains et te rends compte que tu es nul et savourer le fait d'être nul dans un truc parce qu'on a tellement tout le temps envie d'être des maîtres. Parce que c'est ça qu'on va valoriser, encore une fois, la productivité dans tous les domaines de notre vie. Et en fait, c'est génial de s'enlever la pression et d'être nul et de faire un pain qui n'est pas forcément aussi bon que celui de la boulangerie du coin, mais c'est tellement agréable de le faire, d'utiliser tes mains, de faire le truc, d'être nul, voilà, que ce soit les travaux manuels, faire de la musique, n'importe quoi, chacun son truc, mais avec une certaine assiduité de te dire que tu peux arriver à un niveau qui n'est pas un niveau de maîtrise, mais qui est un niveau où
où tu te fais plaisir et où tu cultives la plasticité de ton cerveau, ta capacité à apprendre, ta capacité à retrouver ton Fingerspitzengefühl et à l'entretenir. Et ça, c'est des choses qu'on peut mettre dans son quotidien en tant qu'individu. Et aussi, du coup, l'avantage de faire des trucs avec les mains, c'est que du coup, on est déconnecté. Parce que le digital, ça veut dire les doigts, hein. Et le problème de cette hyper-connexion, c'est que justement, ça immobilise quand même nos mains, que ce soit le smartphone ou l'ordinateur, on n'est quand même pas libre de ses mains. Donc, quand tu fais du pain, par exemple, ou de la guitare, alors, je donne 2 exemples. Quand tu fais du pain ou de la guitare, tu n'es pas en train de surfer sur Instagram, quoi. Et tu n'es pas non plus en train de faire un zoom, etc. Donc ça, c'est un bon moyen pour forcer une sorte de déconnexion qui est indispensable parce que cognitivement, on en devient un peu fou. Donc de l'artisanat au sens vraiment manuel dans son quotidien, c'est un élément assez important. Super clair. Donc je disais, j'avais encore une question, mais en fait j'en ai deux. Une question plus personnelle. Moi, je vois que tu produis énormément. On a parlé de productivité tout à l'heure. Est-ce que, alors, je vais pas te demander une routine de productivité avec tout ce que tu m'as dit avant, mais est-ce qu'il y a un truc auquel tu fais attention, justement, soit dans l'équilibrage, soit juste dans la façon dont tu t'organises pour, je sais pas si c'est pas te lasser, ou en tout cas avoir un peu ce flow continu d'idées, de produire. Est-ce qu'il y a un ou deux trucs que tu peux partager? Ouais, suivre les choses qu'on a envie de faire, parce que les choses qu'on a envie de faire, on avance beaucoup plus vite. Donc moi, j'aime écrire et j'aime lire et j'aime voilà, nourrir ma curiosité avec de choses, de nouvelles idées et tout. Donc par contre, du coup, je fais moins de mails, je suis très en retard dans ma compta. Mes notes de frais, je les fais tous les ans. Et alors, du coup, je passe 3 jours horribles à faire que ça. Mais en fait, je passe le moins de temps possible aux trucs qui m'excitent pas. Mais donc, je suis pas forcément je suis pas très structurée sur ces trucs-là. Voilà, il y a des choses que je néglige, en fait. Il y a des choses que je fais pas bien. Mais je me laisse porter aussi un peu plus par le plaisir pour essayer d'être aussi dans l'instant présent de ce que je fais, quoi. Ok, super clair. Et donc, du coup, la dernière que je pose à tous les invités, est-ce qu'il y a une personne qu'il faut absolument qu'on interviewe sur ce format pour partager un regard complémentaire, radicalement différent, original sur ce sujet de l'apprentissage par la pratique? Alors, il aurait fallu que je réfléchisse pour un francophone, parce que le podcast est francophone, mais je vais quand même te donner le nom d'un Américain, même si c'est pas forcément un invité de podcast, mais ça donnera des idées peut-être d'invités francophones sur les mêmes sujets. C'est un journaliste qui s'appelle Tom Vanderbilt, qui a écrit un livre qui s'appelle Beginners, et sur justement cette nécessité d'être tout le temps, de rester débutant, de cultiver la joie d'être un débutant à tout âge de la vie. Et c'est une très, très belle idée et un beau principe. Je suis sûre qu'il y a des Français qui sont sur ces sujets-là aussi, l'esprit du débutant. Ça me parle. J'ai commencé des cours de chant il y a 3 semaines et je parle de très très loin. Donc ça me parle bien. Génial. J'irai lire. Et puis on essaiera de l'avoir. Je rôderai mon anglais avant, mais on essaiera d'avoir Ah bah Tom voilà, sur ce exactement. format. Je te remercie infiniment, Laetitia. C'était passionnant. Je pense qu'on aurait de la matière pour faire encore un autre épisode. On va attendre un petit peu, mais je te Ouais, on va proposerai attendre un petit volontiers peu, mais avec grand plaisir, Baptiste. d'en refaire un autre. Je te souhaite une très bonne fin de journée. À très vite. Si les gens cherchent à rentrer en contact avec toi ou de voir ce que tu fais, on les envoie sur ton LinkedIn, c'est bon? Ouais, LinkedIn, je suis là. Ok, très bien. Et tu as aussi une newsletter qui s'appelle... Ouais, Laetitia at Work sur Substack. Ok, je pense qu'ils trouveront le lien sur ton LinkedIn. Je suis sur ton LinkedIn en parallèle. Ouais, je la Je vois. pense que le lien est dessus. Sur la bannière, on la voit, donc je pense qu'on doit la Très trouver. bien. Merci encore une fois. Je souhaite à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous ont suivis jusque-là une très bonne fin de journée. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. À Au bientôt, revoir, Laetitia. Baptiste, à bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.